terme idée est bien sûr emprunté au lexique interne de la métaphysique, et je doute que son utilisation chez Eliot ait beaucoup à voir avec son usage psychologique, ou avec l'intention octutoriale au sens simple du terme. Eliot ne se plaint pas, comme on le fait habituellement, de la difficulté qu'il y a à transformer des pensées en texte écrit, à incarner des idées, en ce sens du terme, en mots écrits. Cette lutte existe et tous ceux parmi nous qui sont amenés à écrire la connaissent, mais je ne pense pas qu'elle se réfère à cela. Les idées font leur entrée fatidique dans la pensée théorique occidentale, dans quelques passages célèbres de Platon qui a précisément reproché aux œuvres d'art qu'elles n'incarnaient pas des idées mais se bornaient à faire semblant. Dans sa philosophie, les idées désignaient les formes que possèdent les objets réels de notre monde. C'est grâce à elles qu'ils atteignent le degré imparfait d'intelligibilité que de tels objets sont censés avoir. Les objets sont supposés être faiblement translucides, ce qui nous permet de reconnaître de manière indistincte, comme à travers un verre opaque, la forme ou l'idée qui les irradie. Saint Paul, comme Platon, a envisagé la possibilité de rencontres cognitives directes avec de telles formes lorsque nous nous débarrassons des entraves que sont les sens et ne sommes plus que des êtres de pur intellect. Mais les choses étant ce qu'elles sont, le monde que nous habitons est une fusion entre l'éternel et le temporel. De manière littérale, dans le cas du christianisme, ce mélange de théories grecques et juives, puisque Dieu y prend la forme humaine, et entre dans l'histoire en tant que parole faite chair souffrante. Silas Marner est l'idée faite chair dans la métaphysique littéraire de George Eliot, qui, à mon avis, énonce une philosophie de l'art impeccable. Ce qui fait une œuvre d'art de boîte brio, c'est le fait qu'elle incarne et exprime l'idée, quelle qu'elle soit, qu'elle exprime, de sorte qu'elle en est en même temps une idée et une simple chose, une boîte transfigurée, ne serait-ce qu'en idée d'une boîte. Les boîtes de brio, d'usage commun, qui servent à transporter et à empaqueter des tampons de récurage, n'incarnent pas d'idée de ce genre. Platon supposerait bien entendu qu'elles doivent forcément en incarner une pour pouvoir être intelligibles comme boîte, mais nous dirons plutôt qu'elles satisfont aux critères d'identification du carton, sans rien incarner du tout. Il va de soi que selon Carnap, ce sont précisément des choses comme les idées que le critère de vérifiabilité est censé réduire à des balivernes, mais il n'est pas évident que même aujourd'hui, nous puissions nous passer d'elles ou de quelque chose qui leur soit analogue, puisqu'elles font toujours partie du discours philosophique sous le nom de signification. Frege, pour donner un seul exemple, a estimé nécessaire de postuler un domaine de pensée que les expressions devaient signifier, puisqu'il était convaincu qu'on avait besoin de recourir à quelque chose comme la pensée pour expliquer le fait que deux expressions peuvent désigner une même chose tout en ayant une signification différente. D'après lui, elles présentent des pensées différentes, bien qu'il n'emploie pas le terme pensée au sens psychologique et suppose d'une façon mystérieuse que le fait de comprendre une expression revient à saisir la pensée qu'elle exprime. Le mystère est dû au fait que les pensées telles qu'il les a conçues sont mystérieuses puisqu'elles occupent un troisième monde qui n'est ni mental ni matériel. Il n'empêche que dans le contexte présent, quelque chose comme la structure proposée par Frege semble s'imposer. Notre chronique paroissiale réfère à un tisserand réel dans une vie réelle, à une enfant trouvée réelle et à son mari réel une fois qu'elle est devenue femme. Si on conçoit la référence ainsi, Silas Marner ne réfère peut-être à rien, puisque c'est une œuvre de fiction. Du point de vue de la théorie sémantique, nous pouvons comprendre l'un comme nous comprenons l'autre, en saisissant les pensées exprimées par les mots, si c'est là ce que nous faisons, et à supposer qu'il y ait la moindre possibilité qu'il existe des pensées au sens de Frege. Mais en plus de cela, Silas Marner incarne une idée, et saisir celle-ci ne met pas en œuvre le même genre de compréhension que celui qui intervient lorsqu'il s'agit de comprendre les mots, que Silas Marner partage avec sa réplique ou son isomère dans la chronique du village. J'aurais envie de considérer que Boîte Brio possède une sorte d'âme, évidemment imperceptible, puisque ces pères qui sont dépourvus d'âme ont exactement le même aspect. Il est possible aussi que dans le médium du roman Silas Marner, le personnage Silas Marner incarne une dimension de signification qui fait défaut à la personne à laquelle réfère le récit paroissial.
Je vais tenter de clarifier ces suggestions bien obscures, il est vrai, et j'essaierai du même coup de montrer pourquoi le vocabulaire de l'incarnation d'une idée est si attrayant. Supposons que, comme le prétend le récit, ce tisserand ait effectivement existé dans ce village, qu'il ait perdu son or par un vol mais ait gagné en or un or plus authentique grâce au destin, et qu'au cours de ces événements, il a été accepté et appuyé par les gens simples du village qui jusque-là l'avaient trouvé étrange et étranger, le considérant comme une sorte de sorcier. Imaginons que le scripteur du récit lui donne le texte afin qu'il en compare la justesse avec ses souvenirs et que notre tisserand témoigne de sa véracité. Oui, c'est exactement comme cela que ça s'est passé. Effie s'est glissé près du feu. Si je n'avais pas laissé la porte ouverte parce que je cherchais quelque chose, la pauvre chérie serait morte de froid. Et ainsi de suite, plein de volubilité. Supposons qu'ensuite ce manuscrit attire l'attention de George Eliot, qui voit non seulement un ensemble d'événements, mais quelque chose d'universel, une parabole de l'amour et du sens, l'incarnation d'une idée concernant les bons et les mauvais côtés de l'existence. Elle le publie comme roman intitulé Silas Marner, que Silas Marner, si tel est son nom, lira dans un esprit très différent de celui dans lequel il a lu le récit. Si l'œuvre agit selon les intentions de la romancière, le lecteur Silas Marner saisira soudain non seulement la pensée incarnée par le texte, mais il verra sa propre vie à la lumière de cette pensée. Il verra sa vie écrite là comme une métaphore de sa vie telle qu'il l'a réellement menée. Il verra que le roman est à son sujet d'une manière tout à fait différente de celle dont l'était la chronique paroissiale. Mais au même sens où le texte en tant que roman est au sujet de Silas Marner, il est au sujet de quiconque le lit, puisqu'il offre la même métaphore pour la vie de chaque lecteur. Un juif dont la vie se passe parmi les WAPS, abréviation pour White Anglo-Saxon Protestant, protestant anglo-saxon blanc, de la classe dirigeante, peut trouver qu'il est Charles Swann, non de manière littérale mais métaphoriquement. Cependant, il n'est pas non plus nécessaire que vous soyez juif pour que du côté de chez Swann soit au sujet de vous. Silas Marner et Silas Marner par la voie directe de la référence, mais Silas Marner et aussi Silas Marner par la voie différente de l'identification métaphorique. Or, en ce sens, Silas Marner est aussi bien n'importe qui parmi nous. Le roman enseigne esthétiquement dans la mesure où il confère à la vie du lecteur la signification qu'incarne le livre. Il me semble que c'est là ce qu'accomplit George Eliot, un L, un T, à la différence de George Eliot, de L, de T, même si leurs textes pourraient être des isomères parfaits. Il y a même un sens que je ne développerai pas ici, selon lequel Boîte-Brio est au sujet de celui qui la regarde. En guise d'exercice, je laisserai au lecteur le soin d'imaginer de quelle manière. J'ai déployé un certain nombre de stratégies fictionnelles, le recours à l'exemple imaginaire, comme Gedanken Experiment, expérience de pensée, fait partie de la pratique philosophique standard, cela afin de construire un diagramme, au sens de George Eliot, de sa philosophie de la littérature. Ces romans, certains plus que d'autres, sont indéniablement conformes à cette théorie, dans la mesure où chacun d'eux cherche à incarner une idée que le lecteur a comme tâche de découvrir. Lire implique ici davantage que comprendre les mots, saisir les pensées qu'ils signifient, selon la théorie sémantique de Frege, davantage même que comprendre la pensée que le texte exprime éventuellement, au cas où elle serait différente de ce que signifient les mots en tant que tels. Il s'agit de découvrir la pensée que le texte incarne et que les caractères par eux-mêmes et à travers leurs relations personnifient. Chez Eliot, la chair de la personnification est plus fine que chez Dickens, dont les caractères sont des idées sur pied sans autre identité au-delà, mais la question que j'aimerais soulever est autre. Est-ce que ces romans, outre qu'ils se conforment à sa philosophie, incarnent l'idée que requiert sa philosophie? Incarne-t-il l'idée d'incarnation ou se borne-t-il à l'illustrer? Peut-être faut-il être philosophe pour poser la question de cette manière, mais comme j'ai tenté de le montrer, l'incarnation est une idée philosophique d'une certaine importance et qui a déjà son histoire. Elle est même peut-être l'idée qui a mis en branle la philosophie occidentale. Donc si Silas Marner ou n'importe quel autre roman incarnait ou personnifiait cette idée, cela voudrait dire qu'il incarnerait une idée philosophique tout en demeurant de la littérature, en sorte qu'il aurait le beurre et l'argent du beurre. Je ne saurais admettre l'idée que du simple fait qu'il incarne une idée, un roman ou un poème incarnerait l'idée d'incarnation, car dans ce cas, toutes les œuvres littéraires incarneraient la même idée
et chacune incarnerait en fait la philosophie de la littérature, donc enseignerait esthétiquement l'idée de la littérature. Bien sûr, l'incarnation n'est pas la seule idée philosophique, mais nous pouvons dire au moins ce qu'une œuvre doit faire pour être, outre une œuvre littéraire, une œuvre de littérature philosophique. Elle doit incarner une idée philosophique. D'une certaine manière, toute œuvre de ce type devrait être une métaphore d'elle-même. Or, si toutes les œuvres incarnaient l'idée d'incarnation, toutes seraient philosophiques, solution qui me semble faire preuve de trop de prodigalité. Il existe des romans qui cherchent à incarner l'idée du roman, et si cette idée est l'idée d'incarnation, alors ces romans incarnent cette idée. Mais il s'agit là d'une classe spéciale d'œuvres hautement auto-réflexives qu'on rencontre plus souvent de nos jours qu'à l'époque d'Eliot. Le fait que le roman moderne soit philosophique, en ce sens, pourrait être une définition de la modernité. Si l'incarnation d'idées est le signe distinctif de la littérature, et si l'incarnation d'idées philosophiques est le signe distinctif de la littérature philosophique, alors je suppose qu'il doit exister une sous-classe de textes philosophiques qui sont des exemples de littérature philosophique au sens défini ici, dans la mesure où ils incarnent ce à propos de quoi ils sont. On pourrait rétorquer que tout argument incarne l'idée d'argument, ou que tout texte philosophique incarne l'idée de philosophie, indépendamment de la conclusion de l'argument ou du sujet primordial du texte. Mais si la littérature est l'incarnation d'idées, cela signifierait que tout texte philosophique serait littéraire, ce qui me semble une conclusion trop massive et risquerait de brouiller la démarcation entre exemplification et incarnation de phénomènes que toute philosophie de la littérature doit absolument maintenir séparés. Cela dit, il existe des textes philosophiques qui incarnent des idées d'une manière qui se rapproche sans doute beaucoup de celle de Silas Marner. Les premiers dialogues de Platon en sont de bons exemples. Le Lysis est au sujet de l'amitié, mais le dialogue incarne à ce propos de quoi il est, cela à travers la relation établie entre Socrate et le jeune homme avec qui il engage la conversation. L'amitié, c'est cela, en sorte que nous avons là un exemple de ce que le dialogue discute sur le plan de l'abstraction. Le Ménon incarne l'idée de l'anamnèse, en amenant le jeune esclave à produire une preuve d'un théorème qu'il n'a pas pu apprendre de son vivant. Le banquet incarne sans conteste son sujet de l'amour, lorsque Alcibiade, ivre, interrompt avec frénésie et sauvagerie la fête de la raison, durant laquelle jusque-là on s'était borné à discuter du sentiment en question. Il aurait été impossible de montrer de manière plus dramatique le contraste entre le sentiment et la pensée. La République incarne la construction rationnelle à travers un discours rationnel portant sur les fondations d'une société juste et dans l'échange merveilleux entre Thrasymach et Socrate concernant la thèse que force vaut justice. Le texte démontre comment la raison peut dominer la force. Les méditations de Descartes incarnent la recherche d'idées claires et distinctes, que le texte par ailleurs décrit, et il s'agit d'un ouvrage qu'on ne peut pas lire de la manière usuelle. On doit s'engager soi-même dans la recherche, et à la fin on doit être transformé en exemple vivant de ce que le texte recommande. L'ouvrage de John Dewey, Logic, The Theory of Inquiry, montre ce que par ailleurs il décrit, et il devient ainsi en vertu de ce critère une œuvre d'art imprévue. Il se pourrait aussi que l'essai sur l'entendement humain de Locke mette entre nos mains précisément ce dont il nous parle, comme le ferait un livre parlant de livres. Le texte de Locke est l'incarnation verbale du concept abstrait d'entendement. Mais il se peut que certaines idées soient trop abstraites pour pouvoir s'incarner de telle sorte que les textes qui s'y rapportent sont d'autant plus réussis qu'ils sont les plus transparents possibles et ne contribuent en rien par eux-mêmes à la compréhension intellectuelle de leur sujet. Le corpus platonicien nous livre sans doute aussi des exemples allant en ce sens. L'amitié, l'amour ou la justice sont des choses à propos desquelles nous avons des intuitions solides et dont nous pouvons reconnaître les exemples même lorsque les concepts échappent au pouvoir de nos définitions. C'est justement pour cette raison que parfois, lorsqu'on conçoit une idée nouvelle de l'amour, de l'amitié ou de la justice, on doit montrer qu'elle est possible. Mettre un exemple devant nos yeux est dans ce cas une démonstration puissante. Mais lorsque Platon s'embarqua pour des horizons inconnus, comme dans le Timée ou dans le Sophiste, la relation avec les intuitions du sens commun devint extrêmement ténue. Et du même coup, le modèle du dialogue devint de moins en moins adéquat.
Du moins est-ce là ce que j'aurais tendance à penser. Le dialogue, même si on le conçoit de manière très large, n'est capable d'incarner qu'un nombre limité de choses. Mais je pense que ceci est vrai en général, à mesure que l'enquête philosophique progresse. Certes, il existe des programmes philosophiques dans lesquels les liens avec l'intuition doivent être forts. La phénoménologie, en tant qu'analyse des structures de la conscience, et donc de l'intuition des essences, telles que Husserl l'a décrit, doit en dernière instance compter sur la collaboration du lecteur lui-même. Ce que les textes analysent doit d'une certaine manière se matérialiser dans la conscience du lecteur, sinon ils ne peuvent pas être justes. La philosophie du langage ordinaire, quant à elle, devait s'en remettre ultimement aux intuitions lexicales du lecteur, et les textes devaient incarner leurs trouvailles. Je pense que les investigations philosophiques de Wittgenstein incarnent la clarification que poursuit le texte, cela à travers les petits échanges agréables entre l'écrivain et le du, en allemand dans le texte, tu, toi, traduction, qui est peut-être l'écrivain lui-même, de sorte que le lecteur intériorise ce texte, comme il doit le faire avec les méditations. Mais dans beaucoup de domaines de la philosophie, il n'existe pas de données de l'intuition, ou elles sont conflictuelles, ou alors c'est l'autorité de l'intuition elle-même qui est en cause, de sorte que l'incarné reviendrait à présupposer résolu d'avance ce qui est l'objet du débat. C'est cette situation qui, de manière étonnante, prévaut dans le domaine de ce qui semble être la chose la plus proche de nous, l'esprit humain. Par ailleurs, si on met à part certains des programmes que j'ai esquissés, l'aspiration de la philosophie à la littérature n'est pas nécessairement une promotion. Il se trouve que je porte beaucoup d'attention à la manière dont j'écris, attitude qui, je pense, n'est pas répandue dans ma profession. Aussi étais-je bien entendu satisfait lorsque des critiques ont dit que mon livre, La transfiguration du banal, était ce qu'il se proposait d'analyser, une œuvre d'art en lui-même, de sorte qu'on pouvait dire au moins que je savais ce qu'était l'art, même si mon analyse était fausse. Encore un cas où l'intuition dépasserait le pouvoir d'analyse de l'auteur. Cependant, il me semble que ce compliment confond qualité littéraire et littérature. Je n'ai pas la patience d'incarner mes idées, et je ne suis pas sûr que la compréhension de mes écrits se trouverait améliorée si je savais les incarner, par exemple, dans un roman. Je suis quelqu'un qui, en tant que philosophe, désire suivre la voie directe, aller droit au but. D'autres philosophes sont différents. On pourrait difficilement dire que William Grass, par exemple, va droit au but, mais il faut ajouter que les sujets dont il traite sont souvent les mots, l'écriture et la lecture, de sorte qu'il peut exposer ses conceptions en procurant à ses lecteurs une expérience du genre, de celle qu'il veut analyser. Du point de vue du contenu analytique, il pourrait sans doute exposer en 3 pages ce dont il poursuit la quête sur 30, mais la quête fait partie de ce qu'il veut faire. Cependant, ce ne saurait pas non plus être un hasard. S'il est un romancier, quelqu'un pour qui l'incarnation signifie quelque chose qu'elle ne peut pas incarner pour moi. Or, je pense que le lien entre littérature et intuition est beaucoup plus étroit que celui entre intuition et philosophie, surtout si la littérature se veut édifiante et éducative, comme Eliot voulait qu'elle fût. Si elle aspire à être éducative, par exemple, alors le lecteur fait partie du sujet qu'elle traite, et le texte doit être à son sujet. Et si le genre d'identification métaphorique qui permet à Silas Marner de dire « je suis Silas Marner » ou à moi « je suis Charles Swann » ou à Cézanne, faisant allusion au douteux héros du roman de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, « je suis Frauenhofer » doit être possible, alors la littérature ne peut pas s'éloigner beaucoup des structures qui définissent la vie de ceux qui lisent des romans. L'amour, la jalousie, l'amitié, l'aventure, les conflits et crises, les mauvaises passes de l'âme humaine, la mort, la famille, l'enfance, le souvenir, la trahison et la perte, le sacrifice, les fins heureuses, la romance, le devoir et le sens. Sans oublier le sexe, le travail et les idéaux. Je peux facilement m'imaginer qu'un artiste s'impatiente de telles contraintes et qu'il désire s'affranchir de l'expérience habituelle, non au sens où il aimerait écrire sur le sexe dans des galaxies éloignées, car nous y emportons inévitablement les valeurs, préférences et possibilités de notre chère planète, mais au sens où il désirerait adopter une vision philosophique de ce qui, après tout, définit quelqu'un comme un artiste. L'écriture, par exemple, et une grande partie de la littérature contemporaine poursuit ce but. Elle atteint son objectif en incarnant des idées qui portent sur le fait d'écrire, mais ce faisant, elle s'adresse à ses lecteurs comme un lecteur, et non en tant qu'homme, en tant que femme, avec le genre de problèmes et de questions que les grands écrivains ont cru être l'essence de leur art. C'est comme si la littérature réduisait le lecteur à sa capacité de structurer
et de déstructurer les textes, et comme si les textes étaient seulement à propos d'eux-mêmes, les limites de la bibliothèque ou de la salle de classe devenant les limites de la vie. Là où cela se produit, on assiste à une anticipation des réductions opérées par la théorie littéraire contemporaine. La limite entre littérature et théorie, et peut-être entre littérature et philosophie, aura été abolie. Et s'il n'existe rien en dehors du texte, eh bien alors vivre est une manière de lire. Eliot était d'avis que la frontière ne pouvait être abolie. Elle a écrit à Lady Ponsonby: imaginez ce qu'aurait été l'esprit humain en masse en l'absence de la combinaison d'éléments qui a produit les poètes. Tous les philosophes et savants du monde n'auraient pas suffi à remédier à cette déficience. Et comment comprendre la vie des nations sans la vie intérieure de la poésie, c'est-à-dire de l'émotion s'unissant à la pensée? D'une certaine manière, me semble-t-il, les textes de la critique contemporaine offrent une image de ce que serait l'esprit humain en masse si la littérature se limitait à autant de spécimens, de textes, si les lecteurs se bornaient à être des théoriciens de la lecture, et si la vie se réduisait à la littérature de telle manière que le diagramme deviendrait l'image. En attendant, je ne peux m'empêcher de relever le vocabulaire chimique dans le passage que je viens de citer. La combinaison d'éléments qui donne naissance à la poésie suggère l'hypothèse qu'une combinaison différente pourrait être à l'origine de la philosophie. Ainsi, nous sommes des isomères l'un de l'autre et correspondons d'assez près à une formule commune pour qu'un examen superficiel puisse percevoir la philosophie comme étant de la littérature, dès lors que cette dernière est simplement perçue comme un ensemble de textes et donc comme un ensemble de sujets pour la théorie littéraire. Dans cet article, j'ai tenté d'esquisser une vision plus profonde fondée sur l'intuition que les propriétés respectives de la poésie et de la philosophie sont finalement trop différentes pour que l'une puisse être la forme des éléments de l'autre et vice-versa. Mais la chimie véritable de ce sujet attend encore ses Dalton, ses Waller et ses Kekulé.